Ok, donc, 3, 2, 1, let's go. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Parfait Show. Aujourd'hui, nous avons un entrepreneur, un maître spirituel, un YouTuber suivi par plus de 1,5 million de personnes autour du monde, Master Sri Akarshana. Merci beaucoup d'être venu et bienvenue dans le Parfait Show. Merci beaucoup, Parfait. Merci de me recevoir dans ton show. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Juste avant de lancer la conversation, pour éviter de vous couper en plein milieu, j'ai décidé de vous parler du sponsor du jour dès maintenant. Et le sponsor, c'est moi-même dans cet épisode. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Et aussi, je viens de sortir mon tout premier ebook, Podcast Time, comment lancer son podcast en 60 minutes chrono. Je vous laisse checker ça, c'est dans la description. J'ai ma formation YouTube aussi dans la description. Je vous laisse découvrir tout ça, tout simplement. Et puis, ma foi, sur ce, je vous dis à tout de suite dans l'épisode. Si jamais vous êtes dans cette quête spirituelle, si jamais vous cherchez vraiment à comprendre un sens à tout un tas de choses, cet épisode va vous aider. Je vous invite à regarder ça jusqu'au bout et on se retrouve dans les commentaires. Ok ? Allez, à tout de suite et j'espère que vous passerez un bon moment du coup avec nous. Je t'ai découvert il y a des années maintenant, quand tu t'appelais toujours Eric O d'ailleurs, l'entrepreneur, les vidéos sur la loi de l'attraction, tout ça. Et je t'ai découvert parce que j'avais plein de questions. J'étais un entrepreneur moi-même, je faisais beaucoup d'argent, tout ça, mais j'avais tellement d'anxiété dans ma vie, des crises d'angoisse tous les jours. Et tu sais, au bout d'un moment, la douleur de vivre était devenue plus forte que ma peur de mourir, tu sais. Et je suis arrivé à ce stade où tu te demandes, tu vois, quel est le sens de la vie, quel est le but de tout ça. Et je t'ai découvert, et je connaissais un peu la loi de l'attraction, tout ça, mais tu parlais d'autres choses spirituelles dont j'avais jamais vraiment entendu parler, et ça m'a beaucoup aidé à traverser cet éveil et tomber dans la spiritualité et apprendre. Et au fur et à mesure que j'ai creusé encore et encore, j'ai trouvé d'autres gourous et maîtres spirituels comme Mooji ou Sadhguru et tous ces gens-là. Et je pense que cet épisode va être absolument épique pour moi et pour tout un tas de gens parce que je pense qu'on va pouvoir parler de choses dont on n'entend pas spécialement parler sur ta chaîne. Et j'adore le fait que cet épisode va être super, même pour ceux qui te connaissent déjà et qui te suivent déjà. Donc, ma première question pour commencer la conversation, parce qu'après, tu sais, j'aime suivre le flow, mais ma première question serait, comment est-ce qu'un entrepreneur passe de avoir des franchises et faire du business et tout ça, à devenir un maître spirituel? Et qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs? C'est un périple. C'est un périple, c'est sûr. Donc, je pense, de façon très similaire à ce que tu disais tout à l'heure, dans l'entrepreneuriat, c'était ce que je connaissais, c'était mon éducation. Mon père était un entrepreneur. Donc il m'a appris que je devais faire de l'argent pour ensuite avoir du succès. Et de façon très similaire à ce que tu disais, avec ton expérience, j'ai fait beaucoup d'argent, mais je ne comprenais pas vraiment ce que le succès voulait dire parce que je n'étais pas heureux. Et donc, ça m'a emmené à partir en voyage au Kenya, où j'ai d'ailleurs mis en place une association à but non lucratif qu'on gère depuis plus de 10 ans maintenant. Et j'ai découvert une nouvelle vocation. J'ai découvert que vivre, c'est donner. J'ai découvert que la contribution, c'était notre besoin le plus important en tant qu'humain. Et quand on s'implique dans quelque chose qui va au-delà de nous-mêmes, on est même plus heureux parfois que quand on fait quelque chose pour nous. Donc j'ai commencé à suivre ce chemin. Et après tout ce périple, j'ai réalisé encore autre chose, qui était que pendant que je travaillais au Kenya et que tous les ans on y allait, et qu'on essayait d'étendre nos projets, d'étendre la portée de ce qu'on faisait, d'étendre la portée des projets, d'aider plus de gens, j'ai découvert que je suis vite arrivé à court d'argent. Et j'ai réalisé que la raison pour laquelle j'étais capable de faire tout ça, c'est parce que j'avais de l'argent, parce que j'étais super concentré sur l'entrepreneuriat. Mais quand j'ai tourné ma concentration vers la contribution, j'arrivais à court d'argent. Et je me demandais comment est-ce que je vais faire pour aider le reste des gens, parce que la plupart d'entre eux sont encore en train de mourir et ils ont besoin d'aide. Et donc, ça m'a fait me questionner sur le fait de savoir si c'était le bon choix de faire ce switch à 180 degrés et de dire l'argent c'est pas important, c'est tout ce qui compte c'est la contribution, ou est-ce qu'on vit en fait une vie de physique et métaphysique, de spirituel et de bosseur, de carrière et de mission, enfin je veux dire, est-ce qu'on vivrait pas dans une vie un peu yin-yang où le but serait de trouver l'équilibre un peu entre les deux? Et très rapidement, parce que comme j'ai dit, j'arrivais à court d'argent, donc il fallait que je me remette au business. Mais c'était
totalement différent cette fois-ci. Parce qu'à partir de ce moment-là, je n'avais plus ce flou de savoir quelle est ma mission dans la vie parce que je savais que l'entrepreneuriat était une façon pour moi de récupérer de l'argent pour aider plus de gens. Donc je pensais, ça c'est vraiment the mission, quoi. Et donc, ça m'a entraîné pendant encore peut-être 5, 6, 7 années, quelque chose comme ça. Et j'imagine de façon très similaire à toi, maintenant tu partages ce message d'amour et de positivité au monde à travers tes expériences. Eh bien, on m'a demandé de faire la même chose. Et donc, quand on m'a demandé de parler à ces gros événements avec 5 000, 6 000, 10 000 personnes autour du monde, quand je partageais tout ça, j'ai remarqué qu'il y a une grosse division entre les gens habituels de l'entrepreneuriat et de l'autre côté, les gens qu'on pourrait appeler les esprits conscients, les gens spirituels, tu sais. Et d'ailleurs, je ne trouve pas que ce terme fasse vraiment sens parce que nous sommes tous des êtres spirituels. Mais je voyais cette division. Et cette division était que les entrepreneurs, d'un côté, habituellement, ils courent après l'argent en espérant que le bonheur se trouve à la fin de tout ça, après l'argent. Et ils s'enrichissent, certes, mais je ne crois pas que la plupart d'entre eux deviennent plus heureux. De l'autre côté du spectre, ils ont décidé, à un moment donné, que tout ce qui était matériel n'avait aucune importance, que la vie, c'était pas l'argent, c'était pas tout ça. La vie, c'était juste à propos de l'amour et la paix, l'harmonie. Mais en même temps, je rencontre tellement de gens spirituels, entre guillemets, qui n'en peuvent plus d'essayer de s'occuper de leurs enfants, de payer les factures, ils n'ont plus d'argent pour le mois d'après. Et c'est jamais arrivé même une seule fois que je rencontre quelqu'un de spirituel qui galère à payer pour la nourriture de ses enfants ou le loyer du mois prochain, et qui soit en même temps à haute fréquence vibratoire. Donc, je me dis, attends 2 secondes. Donc, tu prônes le fait de vibrer à haute fréquence et de la positivité, etc., mais en même temps, tu vibres tous les jours de basse fréquence parce que tu galères avec l'argent, et en même temps, tu dis que l'argent n'est pas important. Donc, à ce moment-là m'est venue j'ai trouvé ce fossé, en fait, qui avait besoin d'être couvert, le vide qui avait besoin d'être rempli, le pont qui avait besoin d'être formé pour lier ces deux mondes. Parce que je crois que nous sommes esprits vivant dans un monde physique. Donc, est-ce qu'on a besoin d'être spirituel et de connaître notre nature spirituelle? Oui. Est-ce qu'on a besoin de mener des actions physiques et faire des choses physiques? Oui. Et je pense que si on combine les deux, eh bien, on a le meilleur des deux mondes et on remplit notre plus grosse mission finalement dans cette vie physique. Et donc, pendant que cette conclusion était faite il y a environ 4-5 ans maintenant, il y a environ 2 ans, j'ai été contacté par un yogi des Himalayas qui s'appelle Grand Maître Aksha et il m'a demandé d'aller aux Himalayas avec lui. Et à ce moment-là, je ne savais pas pourquoi. Je me disais peut-être on va faire du yoga ou quelque chose, je sais pas. Bref, mais j'étais pas très bon en yoga non plus, donc je me demandais pourquoi j'avais été choisi en fait. Mais concrètement, parmi tous les millions de disciples qu'il a, j'ai été le premier disciple à recevoir le titre de maître spirituel. Et donc quand j'y suis allé, il y a eu des pratiques mystiques. Et là, on rentre dans un tout nouveau vocabulaire parce que le troisième œil, l'activation, les voyages interdimensionnels, les autres sphères, les univers parallèles manifestés dans différentes dimensions. Donc, tout ça commençait... C'était très bizarre au début, mais après tout ce périple, j'ai vu l'existence, j'ai vu ce qu'on est, j'ai vu à quel point on est petit, à quel point aussi on est tout. Et cette connexion de tout, et quelle est ma mission, quelle est notre mission, quelle est la vérité dans notre conscience qui doit être propagée aujourd'hui dans le monde. Tout est venu. Et ça, c'était il y a 2 ans, quand j'ai fait le pèlerinage. Et une fois que c'est arrivé, je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse. Donc, je suis revenu en Angleterre. Non, d'ailleurs, je suis parti aux États-Unis directement parce que je devais partager
Et ça a été sur Internet d'ailleurs. Récemment, quelqu'un a partagé cette réunion. J'avais une réunion en 2019, autour de novembre, juste en revenant des montagnes. Et je partageais avec les gens comment, en spiritualité, on appelait ça l'âge sombre qui arrivait. Beaucoup de destruction pour avoir des nouveaux départs. Et donc, il y allait avoir beaucoup de chaos autour du monde, la guerre, des catastrophes naturelles, ce genre de choses. Et en mars 2020, eh bien, tout est arrivé. Donc, mais c'est très simple. En gros, il y a des cycles. Et là, avec cette nouvelle responsabilité que j'ai, le message est simple. C'est de partager la connaissance, la positivité, l'amour, la gentillesse à tous ceux qui en ont besoin. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Et ça demande même le travail que toi, tu fais actuellement aujourd'hui. Le monde en a besoin, donc c'est beau de connecter avec toi aujourd'hui. Eh bien, écoute, merci beaucoup, c'est super. Dis-moi, quand tu es parti dans ce voyage direction les Himalayas pour te faire, je sais pas comment dire ça, pour te faire coacher par ce yogi, du coup, quelle est la chose, s'il y en a une, qui t'a vraiment pété le cerveau, en fait? Quelque chose qui t'a vraiment détruit tout ce que tu pensais savoir sur la vie et tu te retrouves, tu sais, en mode « waouh ». Je pense que ce qui m'a vraiment époustouflé, c'était à quel point le grand maître Aksha était capable de m'emmener à voir ce que je devinais avant. Donc, je crois que nous avons tous une part d'intuition. Parfois, on sait, on a cette intuition que quelque chose pourrait arriver, cette intuition que on devrait faire quelque chose d'autre, ou que notre futur, bref, peu importe, on a cette intuition. Mais est-ce qu'on miserait notre maison dessus? Probablement pas. On est sûr, mais on n'est pas sûr à ce point-là, quoi. Et savoir que, en tant qu'être humain, ton énergie peut être transmutée et sortir à travers une passerelle et être capable de voyager dans le temps pour voir le passé, le futur et vivre tout ça, voir tout ça et ensuite revenir et tout ça en seulement quelques minutes, pour moi, ça n'arrivait que dans les films en fait, probablement Doctor Strange ou quelque chose comme ça. Mais je pense que ça, c'était vraiment la chose la plus époustouflante, de voir que tous les films qu'on a pu voir, Avatar, Doctor Strange, Divergente, Matrix, Inception, tous ces trucs-là, de voir comment tout ça fonctionne vraiment et être capable du coup de voyager de cette façon-là, pour moi, c'était vraiment la partie la plus époustouflante, c'est sûr. Eh bien oui, j'imagine, c'est fou. Donc tu es en train de dire que les films comme ça viennent de vraies choses en fait, des choses qui existent dans la vraie vie, donc des pouvoirs ou être capable de voir plus loin que l'aspect physique et que tout ça existe vraiment. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut tous accéder à ça ou est-ce que ça demande, je sais pas moi, des vies entières d'entraînement? Eh bien, c'est pas... Disons, le véhicule doit être prêt. Donc, si les gens, si le corps des gens est bien préparé et que l'entraînement a été fait, alors oui, ils peuvent y accéder. Mais il y a aussi une raison pour laquelle on ne peut pas y accéder. Et c'est pas une mauvaise raison d'ailleurs. Enfin, je veux dire, nous sommes contrôlés. Mais les gens voient le contrôle comme une mauvaise chose, tu sais. Et la plupart du temps, les gens essayent de casser ce système qui est en contrôle, tu sais, et tous ces complots. Mais si on... Ça, c'est un niveau de conscience, en fait, où les gens pensent qu'ils se sont réveillés, et donc du coup, ils veulent détruire le système. Mais, pour moi, je pense que c'est un peu stupide, parce que, eh bien... par exemple, les gens vont dire on devrait être des esprits libres, on ne devrait pas être contrôlés. Eh bien, ça ne fait pas de sens dans tous les cas parce que si tu regardes aujourd'hui la police et comment tout est géré dans notre monde physique, c'est contrôlé. Et ils disent oui, justement, on devrait détruire le système, j'aime pas être contrôlé. Si tu détruis le système, le monde va être en chaos. Et de la même façon, si tout le monde d'un coup se mettait à voyager dans des dimensions différentes et voir des aliens, etc., eh bien, tout le monde deviendrait fou et ça serait un chaos, le monde ne fonctionnerait pas. Donc, il y a une raison derrière tout ça. Et il y a aussi une raison pour laquelle, si quelqu'un veut vraiment aller dans ce périple de quête spirituelle pour vraiment
comprendre et renforcer leur esprit et comprendre comment les méridiens fonctionnent dans leur corps, pourquoi il y a une énergie à l'intérieur de ce corps physique, comment est-ce qu'on peut prendre cette énergie, la sortir du corps physique, et ensuite, où est-ce qu'elle peut aller? Parce que, en tant qu'énergie, nous sommes infinis. En tant que corps humain, on est limité. On est limité dans le temps. Si on saute d'un immeuble, c'est fini. Mais l'énergie, sous forme d'énergie, tu peux flotter partout. Tu peux aller dans l'espace, tu peux aller partout. Et donc, je pense que savoir comment tu peux prendre l'énergie, la sortir et revenir, un peu comme si tu partais en vacances, tu sais, et revenir tout simplement, pour moi, c'est très puissant. Ah oui, c'est puissant, tu m'étonnes. Et maintenant que tu sais faire ça, est-ce que tu le fais régulièrement? Tous les jours. Oh, wow! That's your daily vacation. Oh, ouais, je pense que... Parce que, de façon enregistrée, on a 30 jours où j'étais au Grand Himalaya, en train de pratiquer. Aucun humain ne pourrait croire, avant de voir des aigles gigantesques de la taille d'un homme, même plus grand qu'un homme. C'est effrayant, on dirait des dinosaures, c'est très effrayant, qui sont là-bas. Des gens qui ont plus de 1000 ans, qui vivent là-bas. Ces gros animaux bizarres qui transportent les yogis d'une montagne à l'autre, qui sont là-bas. Et ces choses sont comme... Je vais te donner un autre exemple. Sur le chemin, en montant, ils appellent ça les 4 niveaux de l'Himalaya. Okay, donc les 4 niveaux. Les 2 premiers niveaux sont pour les humains. Les 2 niveaux suivants, c'est pas pour eux, c'est pour les esprits divins. Et les gens qui vont dans des quêtes très très profondes se retrouvent là-bas aussi. Et donc tu te demandes, tu te dis, attends 2 secondes, n'importe qui va randonner les Himalayas, arriver au sommet, va bien voir les 2 autres niveaux. Eh bien non, c'est pas trouvable, c'est pas trouvé. Et il a fallu que je voie ça, que je témoigne de ça moi-même, en randonnant les Himalayas jusqu'au sommet, tu vois, on y allait en randonnée avec mon maître, et ensuite voir que, ça y est, c'est le sommet, on est au sommet, et à ce moment-là, Grand Maître Haksha m'a montré que ce n'est pas le sommet. Quand on s'assoit et qu'on médite, pour que le ciel s'éclaircisse, à ce moment-là, tu vois les 2 autres niveaux. Et là, tu dis, non, c'est pas possible, je dois être en train d'imaginer, de rêver, c'est pas possible. Et donc, pouvoir voir des choses comme ça, c'est... Encore une fois, il faut que tu le vois, il faut que tu le vives, parce que tu peux pas... Il faut le voir pour le croire, parce que sur ce point-là, j'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit de me croire, parce que je n'y gagne rien. Tu y crois, je vais pas gagner de médaille, ou je suis pas payé pour, ou, tu vois, donc... Mais la chose la plus fascinante était que, ensuite, comment est-ce que je faisais mon check humain, que c'était bien vrai? À chaque fois, c'était que, comme j'étais super mauvais à la pratique physique du yoga, et quand on faisait justement les pratiques physiques à travers ce périple-là, c'était vraiment difficile pour moi. Parce que, tu sais, ils mettaient la jambe par-ci, par-là, dans tous les sens. Mais à chaque fois que je sortais dans différentes méditations, différentes dimensions, à chaque fois que je revenais, le lendemain, cette jambe passerait de là à d'un coup là. Donc c'était pas comme si ça bougeait d'un petit centimètre. Et ça, c'était parce que l'entraînement se faisait ailleurs. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'un entraînement ailleurs serait plus puissant? Eh bien, c'est pas nécessairement plus puissant, c'est parce que quand j'étais ailleurs, j'étais parti pour peut-être 2 semaines. Mais quand tu reviens, ça fait que 20 minutes que tu pratiques, tu vois. Et à chaque fois que je checkais, je voyais, mais attends, ça fait que 20 minutes. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout ce temps-là? J'ai dû rêver, c'est pas possible. Et je le ressentais comme ça pendant tout le long, pendant 30 jours complets. Et là, en ce moment, on est en train de travailler sur le documentaire. On va essayer de le pitcher à Netflix, parce qu'on a les 30 jours enregistrés. Et grâce à ça, tu pourras voir la transition entre chaque jour. C'est presque irréel parce que je sais que je suis parti pendant quelques années. Mais pour tout le monde, je suis parti 30 jours. Donc, d'ailleurs, j'ai vu la première partie du documentaire. Tu sais, tu l'avais montré dans ton Yoga Challenge, là. J'en faisais partie, du coup, j'ai vu la première partie. Et c'est un super documentaire. Donc, tout le monde, dès que ça sort, faites-vous plaisir à aller regarder tout ça.
Ok, donc, d'ailleurs, ce que tu dis maintenant, c'est pas si tiré par les cheveux que ça, parce que j'ai eu Dr. Bruce Lipton. Je sais pas si t'es familier avec Bruce Lipton, mais on l'a reçu sur le show, au dernier épisode, et il parlait justement du fait que tu t'entraînes physiquement ou que tu t'entraînes avec ton mental, tu arrives plus ou moins au même résultat. Et donc, j'imagine que si tu t'entraînes mentalement pendant une année, tu vas avoir les résultats d'une année d'entraînement alors que tu t'entraînes dans cette période de temps limitée. Ok, j'ai une question. J'ai trouvé qu'à un certain moment, quand tu vas profondément en méditation ou en visualisation, tout ça, après un certain temps, je me demandais ce qui était réel et ce qui était visualisé. J'arrivais pas à vraiment savoir, genre, comprendre. Je savais pas concrètement. Est-ce que ça, c'est la vraie chose? Est-ce que c'est le visualisé? Comment est-ce que tu perds pas ton mental, on va dire? Comment tu perds pas la boule, en fait, dans tout ça, tu vois? Et comment est-ce que tu restes centré vraiment dans ce qu'on peut appeler réel? Donc, prenons l'exemple du rêve. Enfin, c'est quoi le rêve? Comment est-ce que les gens comprennent le rêve aujourd'hui? Les gens vont dire, bon bah, je dormais et j'ai rêvé. Et donc, ok, mais où est-ce que t'étais à ce moment-là? Et les gens vont dire, ben, j'étais là, allongé sur mon lit. Et moi, je dis, non. Où est-ce que toi, tu étais? Pas ton corps physique. Pas ton corps physique. Mais où est ton corps spirituel? Où est ton énergie? Je pense que parfois, quand on parle de corps spirituel ou d'esprit, les gens pensent que c'est une espèce de religion, Dieu, diable, ce genre de choses. Mais quand j'utilise le mot esprit, je parle simplement d'énergie. Donc, si on dit notre énergie, et l'énergie, c'est tout d'ailleurs, c'est la science. Et si on ferme les yeux et qu'on s'imagine assis à la plage aux Bahamas, le soleil est sorti et il y a l'océan qui bouge avec le son des vagues, la question est, où est notre énergie? Les gens vont dire, où est mon énergie? Parce que, est-ce que la pensée, c'est de l'énergie? Oui. Est-ce que l'imagination, c'est de l'énergie? Oui. Est-ce que la visualisation, c'est de l'énergie? Oui. Donc, où est la majorité de notre énergie maintenant? Et cette question ne peut trouver réponse qu'en pensant quelle est la distribution de l'énergie maintenant. Donc, si par exemple, nous sommes assis dans une pièce et qu'il fait froid, très froid, et qu'au même moment, on pense à quelqu'un ou une situation ou à être quelque part. Je dirais, s'il fait vraiment froid, ta distribution va probablement être 60-70% ici, 30% là-bas peut-être. Au mieux. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tu reviens pour penser à quel point il fait froid ici. Idem pour le son. N'importe quel sens va ramener notre énergie ici. Quand nos sens ne sont pas utilisés ici, par exemple, le sommeil, voilà, eh bien, à ce moment-là, où est ton énergie? Et quelle est la distribution? Et au passage, ça sera jamais le cas que 100% de ton énergie soit là-bas, même si tu es vraiment à fond dans ton rêve et que tu as vraiment l'impression que c'est réel, ça sera jamais 100%, parce que 100%, ça veut dire que ton corps se détériorerait. Pourquoi? Parce que ton cœur a besoin de battre, il y a des choses qui doivent se passer. Donc il y a de l'énergie qui doit rester, mais peut-être que tu es 80% là-bas, 20% ici. Donc, ensuite vient le « Ok, si 80% la nuit dernière, j'étais en train de faire de la randonnée sur une montagne, attends une seconde, ma question devient « Étais-tu vraiment là-bas ?» Et là, tu vas probablement répondre encore « Non, mon corps physique était... » Mais moi, je parle pas de ton corps physique, moi, je te parle de ton énergie, ton entièreté. Était-elle là-bas? Et là, la réponse va devoir être oui. Mais à quel point est-ce que c'était là-bas? Est-ce que c'était au point où tu le ressentais de façon vraiment réelle? Eh bien, probablement, tu étais vraiment, vraiment là-bas. Et donc, ça, c'est le rêve. Et on rêve tous les jours. Mais la seule chose est que le rêve, c'est pas vraiment contrôlé par la plupart des gens. La plupart des gens vont dire, voilà, je dors, parfois je rêve pas. Mais en vrai, c'est pas le cas. Tu rêves à chaque fois. C'est juste à quel point est-ce que tu t'en souviens, c'est tout. On a tous vécu ça un jour. Tu sais, t'as eu le rêve le plus incroyable. Tu l'as adoré. Tu te lèves, tu vas aller le raconter à ton partenaire ou peu importe. Et ensuite, 2, 3, 4...
le rêve a disparu. Donc, qui a appuyé sur le bouton effacer? Pourquoi est-ce qu'ils ont appuyé sur le bouton effacer? C'est contrôlé, mais c'est du bon contrôle. C'est pas diabolique, Illuminati, non, c'est du bon contrôle. Donc voilà comment nos énergies bougent. Et donc, quand on visualise, tu sais, tu dis, si on visualise, est-ce que c'est la même chose? Eh bien, si par exemple, là, je fermais les yeux et que je m'imaginais sur la montagne, pas vraiment, je suis pas vraiment là-bas, parce que je suis juste en train d'imaginer la chose. Mais la première étape est de créer une empreinte visuelle. Une fois que cette empreinte a été créée, et ensuite tu permets à tes énergies de se déplacer et d'aller au travers de l'œil de l'esprit, qu'on peut appeler aussi le troisième œil, et aller à l'intérieur de l'image, alors là tu entres. Et dans ces moments, c'est une dimension qui est vraiment là. Parce que, comprends toujours, on ne peut pas créer quoi que ce soit. Les gens pensent « Oh, j'ai inventé quelque chose ». Non, non, t'as jamais rien inventé. N'importe quoi que tu penses avoir inventé, t'en parles à quelqu'un un jour, il va te dire « J'ai pensé à la même chose ». Et tu vas dire « Mais comment est-ce que t'as volé mon invention ?» Aucune énergie ne peut être créée ou détruite, elle peut être juste transférée. Tout est collectif. Et donc on accède tous à cette même information collective. Et c'est ça qui se passe tout le temps. Et je pense que c'est très puissant quand tu apprends à manœuvrer et prendre tes énergies et les emmener ailleurs avec ce genre de concentration. Et est-ce que tu es déjà arrivé à ce point où tu galères à réaliser ce qui est réel, enfin, quand je dis réel, ce qui est physique et ce qui ne l'est pas? Non, 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 non. Non, parce que... Non. Ok, on va switcher le truc. À chaque fois que tu te réveilles ici, à chaque fois qu'on se réveille ici, donc, à chaque fois qu'on se réveille ici, on entre dans le rêve. Donc là, tout ça, c'est un rêve. À chaque fois qu'on se réveille là-bas, on entre dans le rêve. Donc, qu'est-ce qui est physique, qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que, partons du principe que, voilà, ce moment maintenant, quand tu fais l'expérience d'un rêve qui est super, super, super réel, tu le ressens de la même façon que maintenant. Toutes les sensations, tu les sens dans tous les cas. Donc, en vrai, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y aura jamais vraiment un moment où tu peux fermer les yeux et te demander est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel, parce que tout est réel. Peut-être que cette confusion vient du fait qu'on ignore en fait tout ce qui est visualisé, mais encore, quand tu es tellement dans ta visualisation, c'est tout aussi réel que maintenant, donc, waouh. Mais le truc, c'est que quand les gens questionnent, alors là, ça part. Parce que notre énergie, notre questionnement vient du corps physique. Donc quand on commence à questionner, l'énergie revient. Donc est-ce que c'est réel à ce moment-là? Non, tu n'y es pas encore. Donc c'est pas réel. Ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Ok. Et... Ok, je suis en train de processer tout ça parce que tu sais, j'ai été au travers de beaucoup de choses mentalement, spirituellement, donc tout est en train d'arriver, mais... Ok, changeons de sujet pour maintenant. Tu as dit un peu plus tôt, quand tu es revenu des montagnes, avec ce titre de maître spirituel, tu savais exactement quoi faire. Et tu savais quel est le message que tu voulais transmettre au monde, etc. Savoir quoi faire, c'est une grosse question pour moi maintenant parce que il y a tellement de gens qui disent tellement de choses différentes à ce sujet, même d'ailleurs dans la communauté spirituelle, parce que il y en a qui vont dire « fixe-toi des objectifs ». Le yoga va dire « si tu te fixes des objectifs, tu as un œil sur l'objectif et il te reste plus qu'un œil pour trouver ton chemin ». Tu vois. Après, il y a ceux qui vont dire « rêve grand », tu sais. Et il y a d'autres gens qui vont dire « tes rêves sont juste des exagérations de tes pensées et tes pensées sont juste basées sur tes expériences du passé, ce que tu as vu, vécu, entendu, etc. Donc, et après, il y a encore un autre groupe de gens, pour finir, qui sont ceux qui vont
partir à la poursuite de leurs objectifs en espérant trouver le bonheur à la fin de tout ça. Et après, il y a ceux qui savent qu'ils sont en contrôle de comment ils se sentent, et donc du coup, ils n'ont pas besoin d'objectifs pour se sentir complets, en fait. Donc, quand tu mets tout ça ensemble, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire alors? Parce que si je suis en contrôle de mes émotions, et que j'ai pas besoin d'accomplir quoi que ce soit parce que je suis déjà complet, et que peu importe ce dont je vais rêver, c'est juste une exagération de mes pensées, du coup, c'est pas si important que ça. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Tout ce que tu as dit est correct. Mais je crois que tout est une question d'équilibre. Donc, si tu as quelqu'un qui poursuit son objectif et qui pense que le bonheur est de l'autre côté, eh bien, les mots que tu viens de dire seront très appropriés pour eux. C'est que vis dans le moment, apprécie le moment maintenant. Tu sais, tous les jours être heureux, on est en train de vivre, c'est la vie. Tu devrais être reconnaissant de juste ça. Il n'y a pas besoin d'un objectif pour être heureux. Ça devrait être dit à ces gens-là. Pour les gens feignants qui juste s'assoient tous les jours, ah, je suis spirituel, je suis spirituel, je suis spirituel. Eh bien, peut-être une conversation qu'on pourrait avoir avec eux serait, eh bien, ok, si tu es vraiment, vraiment, vraiment heureux et que tu penses que c'est ta mission et que ta mission c'est de t'asseoir ici en attendant que ton corps se détériore, de t'asseoir ici et de sourire, eh bien, si c'est vraiment ça que tu crois, eh bien, fais ça. Sinon, si tu penses que peut-être, juste peut-être, il y aurait une autre raison pour laquelle tout aurait été planifié pour que tu viennes sous cette forme physique et que peut-être que le fait que cette énergie devienne physique soit pour une raison plus grande, une raison physique, eh bien peut-être fais quelque chose qui ait du sens, pendant que ton temps ici est dans tous les cas extrêmement limité dans cette réalité physique. Donc tout dépend où sont les gens dans leur périple. Quelle mission ou comment ils devraient équilibrer leur vie ou vivre leur vie, tout est toujours dans cet équilibre. Maintenant, je pense que beaucoup de gens spirituels, ils n'arrivent pas à se faire à l'idée que ils ont toujours... Parce que la société nous a conformés à être si matériels que quand ils arrivent à cet éveil, ils se disent « Ouh là là, en fait, j'avais rien compris. Ils essayent de nous avoir. En fait, on devrait être juste spirituel et heureux sans rien. Et je vais juste m'aimer. » Et après, ils font un switch comme ça à 180 degrés. Et tous les jours, ils pratiquent, ok, la méditation, ok, respire, je suis l'énergie, la lumière blanche, nettoyer mon système, se connecter à l'univers, ok, super. Mais on doit réaliser quelque chose. L'énergie ne peut pas être créée ni détruite, elle ne peut qu'être transférée. Elle se transfère d'une vie physique à une autre vie physique, à une autre vie physique, à une autre existence, à une autre existence. Tu n'as que, allez, en tant que physique humain, t'as quoi, 80, 90 ans, quelque chose comme ça, dans cette réalité physique? Tu penses vraiment que le plan universel de te mettre dans une forme humaine, dans un monde physique, tout ça, c'est pour que ton objectif soit seulement d'être dans les énergies? Non, parce que à la fin de tout ça, ici, dans 80-90 ans, tu vas retourner à l'énergie. Donc, tu veux flotter partout et faire rien du tout? Tu as tout le temps pour le faire après. Mais tu as un temps extrêmement limité dans ce monde physique. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas, en tant qu'être physique, faire l'expérience de l'abondance de tout? Vivre plus de choses, faire plus de choses, pratiquer plus, faire plus. Et on va commencer à comprendre, parce que maintenant je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « Le jeu humain ». Et ce que transmet ce livre, c'est quel est le but vraiment d'arriver dans cette expérience physique? Et comment est-ce qu'on va gagner ce jeu humain? Et une grande partie de ça est en rapport avec... La première fondation est en rapport avec ce que tu disais. Tu sais, se connaître, être heureux, être complet, être reconnaissant, ne pas être réactif, ne pas réagir à tout ce qui se passe autour de nous. Tout est dans une simulation, tout est un jeu, avec différents niveaux d'ailleurs, tu sais. Et
Et quand les challenges arrivent, tu gagnes tout ça et tu passes au niveau supérieur. Il y a des plus gros challenges qui arrivent. Et oui, ils arrivent comme un jeu vidéo. Et d'ailleurs, si les challenges n'arrivaient pas, tu ne jouerais pas à ce jeu. Ce serait bien trop ennuyant. Et donc les gens me disent, pourquoi j'ai tant de challenges dans ma vie? Pourquoi c'est aussi problématique? Eh bien, c'est l'univers qui te donne le niveau supérieur. Donc, apprécie. Donc, comment être concentré sur les solutions? Ensuite, tu gagnes plus de points. Comment pratiquer l'amour et la gentillesse à tout moment? Il y a de la négativité, c'est ok. Pratique la positivité à tout moment. Ensuite, tu gagnes plus de points à travers ce système de points. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as tant de points, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu es super épanoui dans cette vie. Et c'est ça que j'ai ressenti il y a à peu près 6-7 ans. Je me suis dit, j'ai tout ce que je veux. L'argent, les relations, la famille, le bonheur. Et donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça, c'est la question qui arrive. Mais je pense que pour tous les êtres humains, on sait ça. On sait intuitivement que notre plus grande mission, c'est de servir au-delà de nous-mêmes. On sait que notre plus haute vocation, c'est une vocation qui n'est plus vraiment égoïste. Elle n'est plus basée sur nous-mêmes. C'est plus altruiste. C'est plus au niveau de la contribution aux autres. C'est dans ces actes de service. Et donc, avec ce que tu fais toi, par exemple, c'est super. Maintenant, ton objectif, c'est amplifier. Rends-le plus grand. Touche des millions, des milliards de gens. Amplifie. Et tu diras, et après, quoi? Eh bien, tu n'arriveras jamais à ce niveau de plein potentiel. Pourquoi? Parce que tout s'amplifie en même temps. Mais en vivant pleinement dans ta mission, c'est la plus grande contribution que tu puisses faire à l'humanité. Et donc, quand tu fais ça, tu ne poses plus jamais cette question. Tu sais, il n'y a pas un jour où... Enfin, tu sais comment c'est quand tu crées du contenu, par exemple. Tu sais, ces jours-ci, ça a beaucoup de valeur. Et ça prend beaucoup de temps. Et ça prend beaucoup d'efforts, ça prend beaucoup d'énergie. Et même si tu n'as pas envie de le faire, il y a plein de gens qui posent des questions sur la motivation. « Oh, comment je vais faire? Comment je trouve de la motivation? » etc. À ces gens-là, je dis toujours, c'est pas une question de motivation. Parce que tout le monde manque de motivation parfois. Parfois, je me réveille, je ne suis pas motivé. Mais je ne manque pas de discipline. Et la plupart des gens qui réussissent, si tu regardes comment ils atteignent leur objectif, c'est juste comme ça. Ils ne sont pas motivés, il pleut dehors, ils n'ont pas envie de courir, mais ils vont courir quand même. C'est ça qui fait un grand athlète. Et donc, c'est exactement la même chose. Mais la question devient, quelle est la chose qui va créer la discipline? Parce qu'il doit y avoir un pourquoi derrière le pourquoi tu continues de te dépasser. Eh bien, c'est très simple. Et je suis sûr que tu as reçu des choses comme ça aussi. C'est que je sais que de temps en temps, quand je scrolle mes commentaires, je vois un commentaire qui dit « Merci beaucoup, tu as changé ma vie. J'étais suicidaire et tu m'as sorti de là. » Je regarde ça et je dis « Ok, c'est bon. Donc demain, je dois continuer. Et le jour d'après, je dois continuer. Et je crois profondément que chaque jour, je dois recevoir au moins 100 messages de gens qui étaient suicidaires. Et pour ça, je me dis que si jamais je me lève pas aujourd'hui et que je crée pas mon contenu aujourd'hui, eh bien, c'est des gens que j'aurais pu sauver. Donc, je dois le faire. Et je dois continuer d'être discipliné parce que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire dans cette contribution au monde pendant qu'on est justement dans ce monde pendant cette durée limitée. Je suis sûr que, tu sais, ils disent que la façon dont tu fais une chose révèle la façon dont tu fais toutes les autres. Et peu importe ce que tu fais là tout de suite, tu fais très bien, donc j'imagine que tu es bon aussi dans plein d'autres choses. Et c'est un de mes dons, on peut dire ça comme ça, mais ça peut aussi devenir problématique parce que tu es bon dans plein de choses, donc du coup tu te dis qu'est-ce que je vais choisir. Et il y a des gens, tu sais, qui vont dire voilà, fais tout, va au max. De l'autre côté, il y en a qui vont dire fais ce dont il y a le plus besoin. Quel serait ton conseil justement pour les gens qui sont challengés avec ça, dans le sens où ils vont se dire ok, je sais faire ça, j'aime bien faire ça, mais de l'autre côté, il y a ce truc-là aussi dont le monde aurait peut-être plus besoin, mais j'aime moins le faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Encore une fois, je pense que c'est une question d'équilibre. Donc, je pense que, numéro 1, trouve quelque chose qui sert les gens, quelque chose qui aide les gens. Je crois que l'entrepreneuriat, je crois que ça, c'est l'essence de l'entrepreneuriat que j'avais jamais compris. En grandissant, dans mon esprit, ce qu'on m'avait dit, ce que j'avais appris, c'était que l'entrepreneuriat, c'est faire de l'argent. Et donc,
Je l'ai fait, mais en même temps, j'étais super malheureux. Mais ensuite, maintenant, toute ma vision de l'entrepreneuriat, c'est que les entrepreneurs sont les gens qui changent le monde. Si tu regardes les gens qui ont le plus de succès aujourd'hui, les gens qui donnent le plus d'argent aujourd'hui aux charités et qui sauvent le monde, c'est les plus gros entrepreneurs, les gens qui ont de l'argent. Donc, je pense que l'entrepreneuriat, c'est le service. C'est trouver ce dont les gens ont besoin, ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, et ensuite trouver un moyen de répondre à ce désir. Donc, ils apportent des solutions à des problèmes. Donc, je pense que cet état d'esprit devrait être la première étape. La deuxième étape, ou la deuxième partie, devrait être ce dont tu parlais tout à l'heure, qui est la passion. Est-ce que je suis passionné par ce truc? N'est-ce pas? Donc, on doit penser à ce qu'on aime au travers du service. Donc, prenons un exemple. Je dis toujours aux gens, tu vois, certaines personnes, par exemple, si on prend l'exemple d'une machine, il y a des gros écrous et il y a des petits écrous. Et il y a des milliers d'écrous qui font en sorte que toute la machine tourne bien. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est un petit écrou, que t'es pas aussi important que l'autre? Non, parce que si on enlève ce petit écrou, toute la machine s'écroule. Donc, on s'en fout finalement que ce soit gros ou petit. Les deux sont tout aussi importants. Donc, quel est le rapport là? C'est très simple. Le gros écrou va probablement manager 17, 20, 50 petits écrous. Donc, ces petits écrous travaillent autour de lui. Le petit écrou, lui, est peut-être lié à un écrou, peu importe, n'est-ce pas? Donc, on a le gros écrou qui a une grosse mission, c'est le visionnaire. Et ensuite, on a le petit écrou qui est l'employé ou le travailleur. Les deux sont tout aussi importants. Donc, n'essaye pas de penser que on doit tous être des gros écrous. Non, parce que, tu sais, être un gros écrou, ça vient avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress. Et d'ailleurs, parfois, si tu regardes l'entrepreneuriat, les employés sont bien moins stressés que leur employeur. Donc, on ne devrait pas vraiment regarder ça d'une façon où, oh là là, ça c'est le gros truc, je dois faire ça. Non, non, c'est pas plus important. Tout est important. Tu joues ce à quoi tu veux jouer. Juste assure-toi de jouer un rôle important, peu importe ce à quoi tu joues. Et c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Mais c'est juste que mon âme, mon esprit ressent cet appétit à jouer un écrou un peu plus gros, c'est tout. Mais je dis toujours à mes gens, ceux qui bossent avec moi, le web designer par exemple, il aime ça, il adore ça. Si je lui demandais de manager 2 personnes, il dirait non, 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 pas moi, j'ai pas envie de faire ça. Eh ben, tu ne devrais pas. Tu devrais apprécier ce que tu fais, parce que c'est toujours très important dans tout ce système. Waouh. Donc l'idée, c'est de se retenir justement, de se mettre, de porter jugement finalement à ce qu'on fait, et de se dire que ça serait plus important de le faire que ce truc-là que j'ai... je vois, ok. Cool. Donc, le jeu humain. Oh, attends, waouh, il y a un truc qui vient de m'arriver. Attends, ça vient on va en parler maintenant, on reviendra au jeu humain juste après. Mais je t'ai déjà entendu parler de ce projet-là, de cette idée de créer une espèce de ville spirituelle, tu sais. Où est-ce qu'il en est ce projet? Est-ce que ça va arriver ou pas? Oui, Californie. Donc, on est en train de tout planifier en ce moment. C'est à peu près 1000 hectares. Donc, il y aura tous les centres d'entraînement, les centres de yoga, de méditation. Et ensuite, il y aura une deuxième phase qui sera résidentielle. Donc, il y aura toute une communauté résidentielle avec une centaine de maisons. Et ensuite, au-delà de tout ça, il y aura une troisième phase qui sera commerciale. Donc, il y aura des restaurants conscients, une boutique de vêtements conscients. Tout ce qu'il y aura autour sera basé sur du matériel conscient. N'importe qui se sente un peu plus conscient, quand ils vont aller là-bas, ils vont se sentir à la maison. C'est génial, c'est trop bien. D'ailleurs, quand je t'entends lui parler de ça, tu vois, on parlait tout à l'heure que tout est énergie, etc. Mais c'était d'ailleurs une idée que j'avais eue. Et je me suis dit, est-ce que ça serait pas génial d'avoir ça? Et donc ça, c'est un très très gros projet. Comment est-ce que tu fais pour manager un projet aussi gros? Comment tu fais pour mettre tout en place de façon à ce que ce projet prenne vie sans se sentir oppressé par tous ces éléments?
Une chose à la fois. Donc, ça va toujours être comme ça, tu sais. Tu vois toutes les parties, c'est bien. Mais il faut faire une chose à la fois. Et aussi, pas se sentir oppressé. Oh, j'ai 50 tâches à faire, parce que oui, il y a plein de tâches qui sont en jeu. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, c'est aussi travailler intelligemment. Et travailler intelligemment, ça veut dire travailler avec des bonnes personnes. Une grande partie de tout ça est en rapport avec le levier. Et là, tu en parles aussi. Donc là, on est connectés. Et je crois que toi aussi, tu pourras probablement jouer un rôle important dans tout ça. Donc on peut tous mettre sa part à l'édifice parce que je dis que cette parcelle de terre, elle ne s'appelle pas la terre de Master Sri Akarshana. Donc c'est la terre des gens. C'est les gens qui vont monter tout ça, qui vont créer la positivité, l'amour et l'harmonie que c'est. Donc on a juste besoin des bons talents. Et je vais te donner un exemple. Parlons juste de l'aspect résidentiel. Si on regarde l'aspect résidentiel, en moyenne, quand les gens vont penser à ça, ils vont se dire « Oh là là, comment je vais construire toutes ces maisons? Combien ça va coûter ?» Parce que si on regarde toute cette parcelle, ça va être au moins 50 à 120 millions, au moins, parce que c'est gigantesque. Donc tu penses « Oh, c'est beaucoup d'argent, où est-ce que je vais trouver ça? Je vais faire ça, je vais emprunter ici, je vais faire peu importe. » Et donc il y a tout un tas de pensées qui viennent « Comment je vais faire pour construire tout ça, construire en temps et en heure ?» Donc, mais toute une question de levier. Donc, prenons une idée et disons, voilà, le résidentiel. Maintenant, ce qui se passe dans le monde, le résidentiel, ça monte comme jamais en ce moment. C'est plus de 25% au-dessus de tout le reste, ça monte comme n'importe quoi. Et il y a un manque de maisons. Tous les bâtiments sont pris, les maisons sont prises. Et donc, pendant que tout ça se passe, les promoteurs immobiliers sont en train de développer en ce moment, ils construisent. Donc, les promoteurs immobiliers sont des gens avec qui on devrait créer un partenariat. Pourquoi? Eh bien, ils veulent construire, faire des jolies maisons. Ils savent faire le travail. Je ne sais pas comment construire une maison. Je connais pas l'architecte à contacter, je ne sais pas tout ça. Mais eux, ils savent. Donc, on doit créer un partenariat. Donc, quand tu t'associes avec quelqu'un comme ça, hey, tu as l'argent déjà pour faire ce que tu allais faire dans tous les cas, tu sais comment le jeu fonctionne, tu sais que quand tu mets par exemple 50 millions dans un projet, tu ressors peut-être avec 80 millions ou peu importe, tu sais. Moi, je sais pas. Et j'ai pas envie de savoir et j'ai même pas besoin de savoir. Tout ce que je dois savoir, c'est vous faites votre travail et ça va pas interférer, être en conflit avec notre travail. Donc, je peux juste dire à quelqu'un comme ça, hey, au passage, j'ai une communauté énorme, à peu près 2,5 millions de personnes maintenant, et vendre quelques centaines de maisons, ça va être facile. Le nombre de personnes conscientes qui aimeraient bien vivre ensemble. Donc, je peux vendre toutes les maisons juste avec les plans. Donc, instantanément, je peux les vendre juste avec les plans. Vous avez juste à les construire d'abord. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ici, pas de capital requis. Et pourtant, en même temps, les choses peuvent être faites. Donc, tant qu'on travaille intelligemment, tu sais, moi, je peux pas aller là-bas et creuser et poser les briques moi-même. Bah oui, forcément. Est-ce que tu as une date de poser déjà? Est-ce que tu sais quand est-ce que tu aimerais que cette première phase soit faite? Oui. Donc, on retourne en Californie le mois prochain. Et d'ici là, l'objectif, c'est d'avoir la parcelle de terre sécurisée. Parce que là, maintenant, on est en négociation, parce que les prix sont un petit peu marrants, là, en ce moment. Donc, on est en train de faire cette partie-là. Et la première phase, donc de construire le centre de méditation et notre siège, tout ça devrait être construit en premier et ça devrait être fait cette année. Et ensuite, la deuxième phase sera résidentielle. Et donc ça sera l'année d'après. On devrait commencer à créer à partir de là. Une fois que le résidentiel arrivera, le commercial arrivera assez naturellement aussi. Parce que disons que tu déménages là-bas, il déménage là-bas, tout le monde déménage là-bas. Tout le monde va commencer à créer ses entreprises. Et tout le monde a ses propres compétences. Et quand tu mets des gens conscients ensemble, il va y avoir des musiciens conscients, il va y avoir des bars conscients, avec des soirées sans alcool, des smoothies, et voilà, de la musique consciente, des paroles conscientes. Et les gens qui sont dans le fashion, par exemple, vont pouvoir créer des vêtements avec du matériel conscient. Et en gros, ils vont tous créer ça et ça va être son propre écosystème, en fait. Avec tout ce qui se passe en ce moment, et on vit dans un énorme portail d'opportunités en ce moment. Parce qu'il y a tellement de choses qui
Par exemple, les gens peuvent déménager partout. Et on a vu, à cause de la pandémie, qu'à travers 2020 et 2021, que les gens peuvent travailler à distance. Donc, les gens sont capables de déménager. Ils peuvent aller en dehors de leur ville, en dehors de leur pays même. Donc, ça aide beaucoup ces projets. Une autre chose, c'est le fait de travailler depuis la maison ou travailler en ligne, par exemple, les business en ligne. Il y a tellement d'opportunités maintenant, n'importe qui peut être n'importe où et depuis leur ordinateur portable faire de l'argent. Et la beauté de ça, c'est que l'argent peut être fait en dehors et être ramené à l'intérieur de notre parcelle, depuis l'extérieur, depuis le monde extérieur. Et ça peut être ramené à l'intérieur de ce monde, ce nouveau monde. Mais même au-delà de tout ça, une grande partie de ce qu'on voit en dehors, et d'ailleurs au passage on est en train de tester ça en ce moment, avec notre application, à peu près 20 000 personnes en ce moment seulement, mais ce qu'on veut tester, c'est de voir si on ramène tout un tas de gens conscients ensemble, est-ce que ça peut être tenu sur une plateforme sociale. Parce que là, tout de suite, si tu vas sur n'importe quelle plateforme de réseau social, quelques swipes et tu vas vite voir de la négativité, des gens qui se plaignent, des gens qui ragent, de la négativité, partout, sur toutes les plateformes. Donc on s'est dit, si on crée ce monde de positivité, est-ce que ça peut être vraiment tenu? Et donc on s'est dit, on va tester sur une appli qu'on a appelée Creator Circle, et donc tous les swipes, c'est de la positivité. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé quelquefois qu'il y ait un commentaire négatif. Et s'il y a un commentaire négatif, quelqu'un va rapporter, et boum, c'est parti. Donc ensuite, le profil disparaît, donc tout n'est que positivité. Et on a tenu ça pendant maintenant 1 an, et ça marche très bien. Les gens adorent ça maintenant, parce que ils se disent que, tu vois, je peux partager ce que je veux vraiment partager, et je sais que j'aurai pas un seul commentaire négatif de rageux. Et les gens adorent ça, parce que c'est une des grosses raisons pour lesquelles les gens se retiennent de poster sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas envie de se faire harceler sur Internet, en fait. Et donc, ça, c'était une partie du projet. Et là, maintenant, cette partie du projet grandit, et de cette application, on va ensuite emmener ça au monde physique. Mais ce monde physique et ce monde virtuel sont super excitants maintenant. Pourquoi? Parce que dans le passé, si on se disait, OK, notre terre, on veut créer notre propre monnaie, ça aurait été un gros travail. Mais maintenant, créer une monnaie, créer notre propre monnaie, c'est tellement facile maintenant. Donc littéralement, tout commence à s'enclencher et c'est très beau. Ça va être Walt Disney pour des gens conscients, ça va être super. Ok, wow. Donc voilà, ça m'était juste venu et je me suis dit, tiens, où est-ce qu'on en était? Ok, bon, bref. Retour au jeu humain. Parce que c'est un concept que tu en as parlé doucement, mais sûrement, j'imagine, pour la sortie du livre qui va arriver. Et j'ai trouvé le concept intéressant. Parce que, tu vois, le jeu humain, voilà, tu viens là, bon, tout d'abord, il y a des choses qui se passaient avant que tu arrives, il y a des choses qui vont se passer après que tu sois venu, et maintenant que tu es là, il y a des choses à faire. T'es pas là pour rien. Donc, quels sont les différents niveaux que les humains devraient passer au travers, et ensuite, quel est le but final de ce jeu? Et s'il y en a un, parce que je sais que à chaque fois que je vais demander pourquoi, il y aura une réponse, et cette réponse demandera forcément un autre pourquoi, et je sais que ça a pas de fin, mais bon, je suis intéressé. Je pense, pourquoi on appelle ça le jeu humain? C'est comme n'importe quel jeu d'ordinateur, jeu vidéo. Donc si quiconque a déjà joué à un jeu vidéo, d'ailleurs, peu importe le jeu vidéo, hein, ça peut être n'importe quoi, peu importe, c'est pas grave. Quand tu joues un jeu, si tu prends la grande majorité des gens dans ce monde, est-ce qu'ils finissent le jeu qu'ils ont acheté? Non. La majorité des gens ne finissent pas. La majorité des gens, certains vont arriver au niveau 1, ça va les ennuyer, ils vont arrêter. Il y en a qui vont au niveau 5, et il y en a qui vont être prêts de finir, mais ils finissent jamais. Très peu de gens finissent le jeu. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Il y a beaucoup trop de challenges, et les challenges deviennent de plus en plus difficiles, et au bout d'un moment, ils en ont marre, il y a trop de challenges. Ils vont juste changer de jeu. Mais la plupart des gens ne finissent pas. Donc, ceux qui ne finissent pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, disons qu'ils sont au niveau 3. Comment on sait qu'ils finissent pas? Eh bien, donc, habituellement, quand tu joues à un jeu vidéo, et je pense que la meilleure interprétation serait si tu joues, tu sais, sur une console portable, tu sais.
La durée de vie de la batterie, c'est la durée de vie de notre batterie physique, de ce corps. Combien de niveaux est-ce que tu vas pouvoir accomplir avant que le corps physique se détériore, avant que la batterie s'arrête? Donc, voilà notre jeu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand, boum, t'es parti? Fini. Le corps se détériore. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très simple. Tu réapparais, comme dans n'importe quel autre jeu vidéo. Tu reviens encore. Mais la seule différence, c'est que tu reviens au niveau 1. Et là, tu te dis, revenir au niveau 1, donc, comment ça marche? Pourquoi est-ce que je ne reviendrai pas directement au niveau 3? Eh bien non, tu reviens au niveau 1 en tant que bébé, t'es niveau 1. En tant que bébé, tu dois vivre ce conditionnement et te faire à ta nouvelle famille et toutes ces choses-là, ça c'est le niveau 1. Tu vas pas naître à 7 ans, tu vas pas naître à 14 ans, non. Tu vas pas naître à 80 ans non plus. Donc, tu vas naître en tant que bébé, donc tu retournes au niveau 1. Mais il y a une différence entre un bébé conscient ou un enfant conscient et un autre enfant qui ne serait pas si conscient. Ou même pas juste les enfants d'ailleurs, même les adultes. Nous avons des... Tu vois, parfois tu peux parler à des enfants de 7 ans, ils vont dire quelque chose à leurs parents et leurs parents vont être là en mode « D'où est-ce que tu as appris ça ?» J'y ai juste pensé. Comment? L'enfant de 7 ans, il l'a pensé de où? J'ai juste pensé. Certains enfants de 7 ans peuvent dire des choses que des adultes ne pourraient pas dire, et ils sont plus sensés que eux. Et comment? Très simple. Eh bien, ils ont probablement passé la dernière fois le niveau 8, le niveau 9. Ils sont passés, donc ils ont déjà joué avant, et donc quand ils viennent ici et qu'ils voient leurs parents se disputer, ils savent déjà quoi dire. Pourquoi vous vous disputez? Arrêtez de vous disputer, juste soyez heureux, pourquoi pas? Un enfant de 7 ans pourrait dire quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà vu ce jeu avant. Ils ont déjà joué le jeu avant. Mais c'est juste qu'ils doivent quand même réapparaître au niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est pour ça que ces enfants conscients, ils verront qu'ils auront beaucoup de facilité à passer les premiers niveaux, jusqu'au dernier niveau qu'ils avaient passé avant. Les premiers niveaux vont être un jeu d'enfant. Maintenant, c'est pas la majorité des gens. La majorité des gens, quand ils reviennent dans cette forme humaine, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont arriver dans cette forme humaine, et ensuite, parce que ce jeu est conçu comme ça, tu dois d'abord être conditionné. Les 7 premières années de ta vie, ton cerveau est en onde θ, et donc tu es conditionné. Tu apprends toutes ces choses, qu'elles soient vraies ou pas, tu apprends. Donc tu as ces règles du jeu. Ton programme. Oui, voilà, ton programme. Et donc, tu reçois tout ça, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? En fonction de à quel point cet esprit est programmé, en fonction de ô combien cette âme est spirituellement forte, eh bien, ça va déterminer combien d'années ils vont vivre au travers de ces règles sans savoir qui ils sont. Donc, pour moi, j'ai traversé toutes mes 20 premières années de vie en pensant que, voilà, c'était ça. Jusqu'à ce que quelque chose arrive qui déclenche et qui stimule quelque chose que les gens maintenant appellent beaucoup l'éveil spirituel. Mais l'éveil spirituel n'est pas un éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est un rappel spirituel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Enfin, quand ils pensent, comment c'est possible que quand les gens font ce voyage spirituel, d'un coup ils se disent « Oh mon Dieu, pendant mes 30 premières années, j'avais tout faux. » Enfin, comment est-ce que tu peux en une semaine apprendre tes 30 ans de vie? Tu n'as pas appris. D'un coup, tu t'es juste souvenu de toutes les règles et de comment c'est censé être joué. Et donc, tu t'éveilles. Mais combien de niveaux y a-t-il à cet éveil? Parce que les gens demandent souvent, ils vont dire « Comment est-ce que je sais que je suis éveillé ?» Eh bien, il y a beaucoup de niveaux. Parce que ton éveil est juste un rappel de ce que tu étais avant. Donc si tu étais niveau 8, eh bien maintenant tu te rappelles jusqu'au niveau 8. Si tu étais niveau 12, eh bien maintenant tu te rappelles jusqu'au niveau 12. Mais tu n'as toujours pas terminé le jeu. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup de gens spirituels qui galèrent encore avec plein de choses. Ils se plaignent de plein de choses, ils parlent de plein de gens, ils ont encore de la colère, de la frustration. Ils réagissent toujours à ces choses-là. Et c'est parce que, certes, ils ont eu ce rappel spirituel, mais il n'en reste pas moins que leur âme n'est pas si vieille que ça pour être aussi avancée. Donc, voilà ce qui se passe. Et ensuite, tu te dis, ok, mais quel est l'objectif? Quel est l'objectif de tout ça? Quand est-ce que le jeu est fini? Eh bien, l'objectif doit être déterminé lorsque l'âme ou l'esprit sait qui elle est et où elle en est. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. Si tu joues à un jeu vidéo, quel est l'objectif? Eh bien, tu pourrais dire que c'est de finir le jeu. Pas pour tout le monde. Certaines personnes aiment beaucoup... Tu sais, tu joues à quelque chose, et il y a certaines personnes qui aiment beaucoup cette
île là-bas où ils vont, et ils retournent juste à cette île là-bas, et ils aiment bien jouer à ce niveau-là, sur cette île-là, ils aiment ça. Donc, quel est leur objectif? Eh bien, de jouer à ça, tout simplement. Pour d'autres personnes, ils ont joué sur cette île tant de fois que maintenant, ils ont besoin d'aller ailleurs. Tu vois? Et comment ça marche? C'est très simple. C'est un petit peu comme randonner une montagne. Donc, si tu fais de la randonnée, il y a un moment donné, tu fatigues, donc tu t'assois, apprécie la vue pour un moment. Tu vas adorer, tu vas voir ça, tu vas dire « Waouh, c'est magnifique, c'est très beau », et tu t'assois et tu apprécies. Et même si tu apprécies devant toi le paysage le plus beau qui existe, un jour ou l'autre, quelque part dans ton âme, dans ton esprit, tu vas avoir le désir de... Peut-être qu'on devrait aller un peu plus haut. Parce que bon, là on a été là pendant un moment, maintenant on a vu la même chose tous les jours, donc ils avancent. Ils arrivent au niveau supérieur, et là ils vont dire « Waouh, c'est trop beau !» Donc ils vont rester là pendant un petit moment. Alors qu'il y en a qui vont vouloir aller directement au sommet de la montagne. Donc ça dépend de l'appétit de l'âme pour... en fonction de leur objectif. Pour certaines personnes, leur objectif, c'est de faire du jardinage et d'apprécier. Et ils apprécient ça pendant leur vie entière. Et c'est très beau, parce que je crois que le bonheur, c'est le plus gros objectif pour la plupart des gens. Et je crois que si tu atteins le bonheur, eh bien, tu atteins le succès ultime dans ce jeu. Tu arriveras au plus haut niveau de satisfaction et de joie. À quoi bon arriver au niveau 12 si tu ne vas pas l'apprécier? Donc, en numéro 1, c'est le plaisir. Mais... pour ceux qui ont un gros appétit et qui veulent terminer le jeu humain, eh bien, dans les pratiques yogiques, on appelle ça le samadhi ou la transcendance, quand l'esprit bouge au-delà. Et c'est quand cet esprit n'est plus attaché aux besoins humains. Donc, ensuite, l'énergie peut transcender. Mais quels sont les besoins humains? Eh bien, les humains ont besoin de stabilité. Mais eux s'en fichent, rien ne les affecte. Ils comprennent que le changement, c'est la seule constante. Et que même si tout changeait tous les jours et que rien n'était stable, c'est pas grave pour eux. Ils vont pas être dérangés par ça, ils vont pas être phasés. Ils sont en paix, tout le temps. Un autre besoin est la variété. Ils n'ont pas besoin de variété. Ils peuvent regarder la planète tous les jours, pas de changement de paysage, ils peuvent parler à la même personne tous les jours, ils peuvent aussi ne parler à personne, et c'est OK. Ils sont en paix. Et c'est pour ça que quand on regarde le graphique des fréquences, on voit que la paix et l'illumination sont tout en haut. Troisième, le besoin de croissance. Pas besoin de croissance, pas besoin de plus, pas besoin d'abondance, pas besoin. Et ça, ce sont des besoins humains. Mais non, j'ai pas besoin de plus. Pas besoin. Pas besoin du tout. L'importance. Pas besoin d'importance. Pas besoin, personne. Laissez-moi me cacher dans une cave. Personne n'a besoin de savoir qui je suis, ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli. J'ai pas besoin de raconter mon histoire. Raconter mon histoire, pourquoi? Tu sais, j'ai pas besoin d'importance. Personne n'a besoin d'applaudir pour quoi que ce soit. L'amour et la connexion. Ça, c'est un gros point. Pour les humains, c'est un gros besoin. Mais j'ai pas besoin d'être aimé, j'ai pas besoin de personne à aimer, parce que je suis l'amour. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que les gens ont besoin de cette interaction et de cette connexion avec d'autres êtres humains. Donc, pas besoin. Et donc le dernier besoin, celui de la contribution. Et ça, c'est difficile. Et tu n'as aucun besoin de contribuer. Et là, c'est un peu comme... qu'est-ce que tu veux dire? Parce que le plus gros besoin des gens, c'est de contribuer, c'est d'aller au-delà d'eux-mêmes. Par exemple, quand quelqu'un... Tu as probablement vu ça avant. Parfois, tu as des gens, quand ils vont sur ce chemin spirituel, où, par exemple, ils apprennent la loi de l'attraction, ils découvrent ça, d'un coup, ils veulent en parler à tout le monde. Et ils essayent de faire en sorte que tout le monde y croit. Ils essayent de faire en sorte que des gens qui sont négatifs deviennent, ils essayent de les rendre positifs, quoi. Mais dans ce processus d'essayer de rendre la personne positive, la négativité de la personne les rend négatifs. Et c'est comme si... Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu les as énervés en essayant de les rendre positifs? Pourquoi tu les as énervés? Et tu diras, non, mais c'était pas mon intention. Et je sais que ton intention n'était pas là, je sais que tu voulais les aider. Mais tu as continué d'essayer de les aider, tu les as énervés, et en les voyant énervés, tu t'es énervé aussi. Et donc ce que je dis, c'est que premièrement, non seulement tu les as pas aidés, mais en plus de ça, deuxièmement, tu t'es même pas aidé toi-même non plus. Mais devine pourquoi tu le fais. Et personne ne sait ça vraiment.
Tu le fais parce que tu as le besoin humain de contribuer. Ça veut dire que même ceux qui n'ont jamais demandé de ton aide, tu essayes quand même de les aider. Et laisse-moi te dire quelque chose. C'est un niveau de pensée assez bizarre. C'est de dire que, oui, à la base, on peut dire que la contribution, c'est un acte altruiste et beau. Mais si on regarde en profondeur, une grosse partie de la contribution, c'est un acte égoïste. Parce que dans la vie, il n'y a pas d'action sans réaction. On fait les choses parce qu'on a envie d'entendre le « merci ». Et donc, qui reçoit le plus de bénéfices dans tout ça? Celui qui reçoit le merci. Et donc, si quelqu'un peut abandonner tous ses 6 besoins et ne plus avoir ses besoins ou ses désirs et être en paix et en bonheur absolu, eh bien à ce moment-là, cette énergie devient tellement puissante qu'elle transcende au-delà du physique. Donc, voilà comment. Mais j'appellerais pas ça nécessairement gagner le jeu humain. Parce qu'à la fin de la journée, la plupart des gens ont peur de la mort. Ils pensent que la mort, c'est mauvais. Et donc, il s'agirait quand même d'une transition. Donc, pour la plupart des gens, ça ne serait pas gagner. Donc, c'est plus une question de terminer le jeu. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. Le but de tout le monde ne devrait pas forcément d'être terminer le jeu maintenant. Pour certaines personnes, elles devraient juste apprécier le jeu. La question naturelle pour moi qui vient, c'est... Et après, ok, donc disons que tu as eu cette transcendance, et ensuite, quoi alors? Qu'est-ce qui se passe ensuite, tu vois? C'est est-ce que tu retournes, comme diraient certains, tu retournes à la source, et tu es? Je ne sais même pas s'il y aurait cette conscience finalement de l'illusion, tu sais, d'être un individu qu'on appelle « je », tu sais. La plupart d'entre nous, quand on dit « je », on parle du corps, on parle de notre mental. On ne parle pas d'énergie, on ne parle pas d'âme, on ne parle pas de conscience. Mais en même temps, s'il n'y a pas d'expérience, comment est-ce que tu sais même que tu es s'il n'y a pas de repère finalement? Donc, est-ce qu'il y a une conscience d'être après ça, ou est-ce que c'est juste rien? Ou du moins rien dans le sens rien qu'on puisse percevoir. Si on parle de transcender et de retourner au collectif, alors tu deviendras un avec tout de nouveau. Donc, j'imagine que dans ce sens, tu te sens... Tu as ce sentiment d'être, mais cet être, c'est tout. Donc, c'est un plus gros être, en fait. Mais tu vas toujours te reconnaître comme toi, je, mais en tant que Dieu ou Créateur. Et je pense que ça, c'est seulement dans cette situation, dans ce scénario. Mais la plupart des gens ne passent pas vraiment par là. La plupart des gens, ils ne vont pas se détacher des choses dont on parlait avant. Ils ne vont pas. Et donc, comme ils ne le font pas, eh bien, ils vont finir ce jeu d'une façon différente. Et donc, quand ils ont fini ce jeu, ils vont revenir dans un autre jeu, ils vont revenir dans un autre jeu, etc. Donc, la plupart des gens ne vont pas retourner à cet état. Intéressant. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu as une idée de pourquoi c'est comme ça? Ou... Non, c'est comme... Ok, c'est comme... J'imagine que certaines personnes peuvent arriver dans ce monde et ne rien faire. Et c'est ok pour eux. Certaines personnes viennent au monde et ils veulent tout faire. Ceux qui ne veulent rien faire, ils sont juste contents d'observer. Ils aiment être l'observateur. La plupart du temps, ce sont des esprits très conscients. Ce sont des vieilles âmes qui sont juste en train d'observer. Mais il n'y a pas beaucoup de gens là-dedans. La plupart des gens jouent le jeu. Et c'est habituellement des gens qui... Je dis des gens, mais des énergies qui ont traversé beaucoup. Et ils ont tout vu. Ils l'ont fait. Et quand ils font l'expérience de tout, c'est un peu comme... Moi, ça me va de regarder. Vous, allez-y, jouez. Donc, je pense que c'est ça la différence entre les deux. Ok. C'est bizarre parce que je peux vraiment m'identifier aux deux. C'est assez étrange. Et tu sais, j'ai eu des moments... ça fait un moment maintenant, mais j'ai eu des moments où, pour la plupart de ma vie,
Tout était une question d'accomplissement. Il fallait accomplir, 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 accomplir. Et les relations, tu sais, combien est-ce que d'amis je peux avoir, et combien d'amour je peux recevoir, et combien de personnes vont se souvenir de mon nom. Tu sais, je suis un artiste aussi. Et au début, je voulais faire de la musique parce que je voulais être le nouveau Michael Jackson. Tu sais, je voulais ce niveau de succès, ce niveau de célébrité. Et là, maintenant, rien de tout ça n'a d'importance. Mais genre, rien du tout. Je pourrais être juste là et être OK avec ça. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui adorent partir en vacances. Et c'est bizarre parce que j'ai plein d'amis qui adorent partir en vacances et faire plein de choses. Et tu sais, c'est ça qui les fait se sentir vivants. Et moi, je me dis, OK, on peut faire ça. J'en ai pas besoin, donc je planifie pas ce genre de choses d'habitude. J'y vais juste avec le flow et puis voilà, quoi. Et donc, ça a été assez bizarre pour moi parce que ces deux aspects, tu vois, autant d'un côté, être super intéressé par tout ça, mais en même temps, être super détaché de tout ça. Jusqu'au point où c'est bizarre, tu vois. C'est juste, je suis là en mode, OK. Donc, la phase où tu te trouves actuellement, c'est une phase de grosse transition. Donc, la prochaine année de ta vie, ou les 2 ans qui vont venir, ta vie va changer assez dramatiquement. Et ce que tu fais, ta direction, ça va beaucoup changer. C'est parce que tu es un être humain capable. Tu es une entité physique capable. Mais en même temps, tu t'en remets à peu importe ce qui peut arriver au travers de toi. Et donc, j'étais exactement à cette phase-là avant mon périple aux montagnes. Donc, j'étais dans l'avion, direction Taïwan, pour intervenir dans une conférence. Et une des membres de notre équipe, Harriet, elle m'a posé une question dans l'avion personne ne m'avait posé cette question avant. Et elle m'a dit, tu sais comment sur scène, à chaque fois, tu apprends aux gens à mettre en place un objectif et avoir de la clarté sur leur objectif. Je t'ai jamais vraiment entendu parler de ton objectif. Quel est ton objectif? Et c'était la toute première fois que j'avais pris cette question sérieusement et que j'y ai vraiment pensé. Et je l'ai regardée et j'ai dit, en vrai, Harriet, j'ai pas d'objectif. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Alors pourquoi tu continues d'apprendre aux gens qu'il faut avoir un objectif? J'ai dit, parce que je crois que les gens ont besoin d'objectifs. Elle dit, mais toi, t'en as pas. Et ensuite, quand j'ai pensé à ça, j'ai dit quelque chose que c'est comme si j'observais ces mots sortir de ma bouche. J'ai dit, Harriet, en vrai, je crois que je vais pas être ici encore bien longtemps. Et elle a dit, comment ça? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Et j'ai dit, je crois que... je sais pas ce que c'est. Tu me regardes de façon très... parano ou je sais pas quoi. Je suis pas suicidaire, ne t'inquiète pas. Et je me souviens que certains des membres de mon équipe étaient là et certains commençaient à pleurer dans l'avion. Et je disais, mais non, les gens, je suis OK, c'est juste que... Ce que je veux dire, c'est que je sais pas comment t'appelles ça transcendance ou samadhi ou retourner à la source. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que l'univers va me prendre bientôt. Et ils ont commencé à pleurer. Et j'ai dit, ne pleurez pas, je suis heureux. C'est la chose la plus bizarre de tout ça, c'est que je suis heureux. Je suis super satisfait, j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir. J'ai l'impression d'avoir quand même donné à mes parents ce que je voulais leur donner. Je vis la vie de rêve, en fait. Mais j'ai juste pas de désir d'avoir plus. Donc, j'ai eu cette pensée depuis les derniers 6 mois à 1 an que l'univers va me reprendre bientôt. Maintenant, cette conversation était très intéressante pour moi parce que c'était quand j'étais à Taïwan, et c'est ça la chose bizarre, c'est que à peu près 3 semaines après, j'étais toujours à Taïwan, que j'ai reçu un message de Rebecca
qui est la disciple du grand maître. Et ce message disait qu'il m'invitait à aller aux montagnes parce que le grand maître voulait me parler. Je n'avais aucune idée de ce dont il s'agissait. Je pensais que c'était juste une question d'aller pratiquer du yoga ou quelque chose comme ça. Je ne savais pas ce qu'il voulait que je fasse. Au début, même, je pensais qu'il voulait juste que je paye pour une retraite spirituelle, quelque chose comme ça. Moi, je pensais que c'était ça. Je ne savais pas ce que c'était. Quand j'y suis allé, et ensuite, toute l'initiation est arrivée, et voir le chemin de la destinée de tout, la fin de Eric O. Et la nouvelle naissance de Sri Akarshana, et voir la chronologie de Sri Akarshana, et la destinée, et le jeu qui était mis en place pour Sri Akarshana, voir tout ça, c'était vraiment bizarre. Parce que c'était le dernier jour quand la totalité de l'initiation est arrivée. Dans le documentaire, tu verras, le dernier jour, le grand maître a dit 98% de tout sera fait aujourd'hui. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'étais un peu nerveux, je ne savais pas ce à quoi m'attendre, mais je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave, je me remets à tout, peu importe ce qui se passe. Mon mental et mon corps étaient tellement ouverts, dans le sens où, tu sais quoi, si c'est de l'amour, si c'est de la positivité, fais tout ce qui doit être fait, ou utilise moi, mon mental, mon corps, utilise tout ça comme tu as envie de l'utiliser. Je suis juste ouvert à tout. Et quand ça s'est passé, cette nouvelle énergie est arrivée sous le nom de Sri Akarshana, parce que le mental était encore le mental préprogrammé d'avant, qui ensuite est devenu l'observateur et donnait naissance à des questions. Sri Akarshana, le nom est trop long, personne ne va jamais retenir ça. Et en même temps, taper dans l'équilibre en disant « oui, mais je m'abandonne à tout, donc peu importe ce qui doit se passer, se passera ». Et ensuite, observer toute cette transition arriver, revenir au Royaume-Uni, il y avait quelques commandements que Grand Maître m'avait donnés avant que je parte. L'un d'entre eux était « ne dérange pas ou ne créez pas de problèmes avec la famille ou ce genre de choses, ou de déconnexion. » Je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Mais quand je suis revenu, je me suis rendu compte, et j'étais témoin, qu'une toute nouvelle énergie circulait au travers de moi. Je travaillais jour et nuit, non-stop. Mais Eric O en avait marre de travailler autant. Lui, il ne se prenait pas la tête avec tout ce travail, il était juste heureux et puis satisfait. J'étais témoin de mon propre comportement de commandant de bord, dans le sens où, pour Eric O, c'était toujours une question de fun. Ok, on aide les gens, tout ça, mais en même temps, relax, faites-vous plaisir. Alors que cette énergie, c'était vraiment un commandant de bord. Qu'est-ce que vous faites, vous, là-bas? Pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas? On a une mission si importante. Et ensuite, se séparer de membres de l'équipe. Et j'observais tout ça. Je me disais, mais pourquoi est-ce que je parle aux gens comme ça? Et ensuite, après 3 mois d'être revenu au Royaume-Uni, il y a ma mère qui m'a appelé et m'a demandé « Pourquoi est-ce que tu n'es pas revenu à la maison ?» Pour ensuite avoir un souvenir humain et une émotion de « Je me sens mal pour ne... Je suis censé y aller, mais je ne me sens pas... » La connexion avec la famille était... Enfin, si mes parents écoutaient ça, ça leur briserait le cœur, mais la connexion n'était plus là, et c'était encore plus bizarre, ce qui se passait. Pour ensuite prendre la responsabilité de « Non, le grand maître a dit, garde toutes ces affaires, garde un équilibre. » Donc je suis allé voir les parents, et j'y vais toujours, 1 fois par mois, mais quand j'y vais, c'est un peu comme si j'observe. En fait, c'est mentalement familier, mais énergétiquement, ça n'est pas familier. Et donc,
Quand toute cette transition, quand on va au travers de toute cette transition, j'ai eu beaucoup de conversations avec le grand maître et il m'expliquait pourquoi. Et je voyais aussi pourquoi. Et la raison derrière tout ça, c'est que mon véhicule, ce vaisseau, est un vaisseau très puissant. Mais l'énergie, l'esprit de Eric O, il n'y en avait plus d'utilité, c'était fini. Mais l'univers, la positivité, peut tellement utiliser ce vaisseau maintenant. Si tu penses, si on imagine qu'il y a un PDG là-bas, qu'on appelle Dieu ou Créateur, et qui serait responsable du monde entier, et tu observes que le monde traverse un chaos. Il y a de la haine, il y a du racisme, il y a de la violence, il y a de la colère, il y a des virus, il y a toutes ces choses-là. Et tu dois corriger la trajectoire et essayer d'aider le monde. Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Eh bien, numéro 1, tu ne peux pas apparaître en tant que Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui va arriver ici et dire « Hey, coucou les gars, c'est moi ». Non, il n'y a aucun Dieu qui fera ça. Et Dieu peut simplement nous utiliser. Il peut juste travailler au travers de nous. Maintenant, au travers de qui est-ce que ça va travailler? Si tu étais Dieu, tu travaillerais au travers de qui? Est-ce que tu travaillerais au travers de quelqu'un qui est super feignant, qui passe sa vie devant la télé? Ou est-ce que tu travaillerais au travers de quelqu'un comme Elon Musk? Est-ce que tu travaillerais au travers de quelqu'un comme Richard Branson? Est-ce que tu travaillerais au travers de quelqu'un qui a cette portée, cette capacité, ce leadership, de façon à pouvoir faire passer ce message? Donc, c'est devenu très apparent d'avoir ce vaisseau. Et donc, c'est pour ça que je partage avec toi, parce que je pense qu'il y a une énorme transition qui arrive pour toi. Parce que maintenant, les gens peuvent encore me demander quel est ton objectif. Et j'ai pas d'objectif, toujours. Mais il y a une différence. J'ai la détermination. Mais c'est pas mon objectif. Donc ils vont me dire, oui, mais t'es déterminé à quoi? Je suis déterminé à suivre l'objectif de l'univers. Parce que tout est préplanifié. Tout est planifié de leur part. Ils savent ce qui est requis. Moi, je fais peu importe ce qu'ils me demandent de faire. Et là, tu pourrais penser que c'est dangereux. Mais non, parce que chaque action que j'effectue, je sais que ce n'est pas une action négative. Donc, comment est-ce que ça pourrait être dangereux? Chaque action dont je sens l'appel, c'est partager plus de positivité, plus d'amour. Faire une autre interview comme celle-ci. Où est le danger? Tu vois? Donc, quand je suis juste l'observateur, je ne fais qu'observer. Et je dis, utilise-moi, 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 tous les jours. Parce que je sais que ce vaisseau est puissant. Je suis un bon communicateur, un bon leader. Je suis une bonne personne d'influence. J'ai mes compétences. Et je suis fort pour charbonner. Donc, dans le monde physique, je travaille extrêmement bien. Donc, utilise-moi. Peu importe la chose positive qui ait besoin d'être partagée dans ce monde, utilise-moi et je le ferai. Et c'est pour ça que, tu vois, il y a ces gens qui me regardent tout le temps et qui disent « Ah, t'es le yogi avec la Lamborghini, tu parles tout le temps de faire de l'argent et ce genre de choses. » Et je dis « Tu dois comprendre quelque chose. Cette maison, j'ai vécu dedans depuis les dernières 10, presque 11 ans. Cette maison, c'est pas une espèce de maison à plusieurs millions. C'est quoi, 400 000, quelque chose comme ça? J'ai vécu ici. Tous les ans, je fais plus d'argent. Et les gens me disent, bah, où est-ce que l'argent part? Où est-ce que l'argent part? Eh bien, l'argent peut partir pour aider les autres, tu vois? Parce que maintenant, notre mission est au-delà de nous, au-delà du soi. Et quand c'est au-delà du soi, c'est super. Et devine quoi? Même sans avoir à manifester pour soi, l'univers va manifester pour moi dans tous les cas. J'ai pas besoin de manifester pour moi. Et si je manifeste au nom de l'univers, juste dis-moi de quoi est-ce que tu as besoin et utilise-moi, utilise-moi. Et je fais juste tout. Et naturellement, la progression est que ça va juste revenir parce que tu reçois ce que tu envoies, tu reçois ce que tu envoies. Donc, maintenant, c'est de la manifestation sans effort, en fait. Et quand tu as dit, tu sais, tu as dit, comment est-ce que tu captures ces instructions sans pour autant
Comment tu sais que ça vient de... Tu sais, quand tu dis « eux », d'ailleurs, j'aimerais bien clarifier. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis « eux » ou « ils » Est-ce que c'est des esprits? Parce que, par exemple, j'ai eu une invitée la dernière fois, on parlait justement de guide spirituel. Et elle a cette expérience où, si tu veux, par exemple, si tu veux savoir le nom de ton guide spirituel, eh bien, tu vas devant ta bibliothèque, tu dis une phrase, tu fermes les yeux, tu prends un bouquin, et son pouce était tombé sur un prénom. Et tout le monde dans les commentaires était là en mode « Waouh, c'est incroyable, ça a marché pour moi aussi, c'est complètement fou !» Et donc, quand tu dis « eux » ou « ils », est-ce que tu parles de guide spirituel, donc des formes que tu peux voir ou entendre? Comment est-ce que tu sais que le message vient d'eux et non pas de tes pensées? Parce qu'on ne pense pas. Si on pense, alors ça vient de la pensée. Si par exemple, là tout de suite j'ai envie de savoir le nom, alors là je visualise Daniel, Kevin, mais je pense ces noms. Mais si, parce que notre pratique en méditation profonde, c'est comment être sans pensée. Et donc, si tu es sans pensée, en allant dans cette méditation, et que tu vois tout un scénario, une situation, et tu entends un dialogue, et tu ne pensais pas, bien alors qui pensait? Tu vois? Donc ça, c'est le... Ouais. Oui, donc d'où ça vient? Ça vient d'eux. Et est-ce que tu les personnifies, c'est eux, juste pour le rendre plus compréhensible pour les gens, ou est-ce que c'est vraiment des eux que tu peux voir et que tu peux ressentir? Les humains doivent personnifier, ils doivent donner un caractère au créateur, à l'énergie, à l'univers. Ils doivent, parce que autrement, ils ne pourraient pas comprendre ces choses-là comme ça. Quand les gens parlent de guides spirituels et des anges et ce genre de choses, ils sont à un niveau de compréhension, un niveau d'existence. Donc, c'est là, c'est pas fake, rien de tout ça. Mais c'est pas tout. Au-delà de ça, tout est... Ce n'est pas un ange. Ça ne prend pas de forme, ça n'a pas de forme. Donc, et c'est la même chose quand les gens font référence à ce qu'on appelle Dieu. Ça n'a pas de forme, c'est infini. Donc, quand quelqu'un ajoute une barbe et tout, en vrai, ça n'a pas de sens, mais c'est la seule façon qui puisse faire sens pour un être humain. Si tu ne mets pas Dieu sur quelque chose, si tu ne lui mets pas de visage, alors qui est-ce que l'être humain va adorer ou idolâtrer? Qui est-ce que l'humain va croire ou avec qui est-ce qu'il va se connecter? Il n'aura aucune idée de comment se connecter avec cette énergie. Donc, en réalité, ça ne ressemble pas à ça. Dans les dimensions extérieures, ça ne ressemble pas à ça. Dans les dimensions intérieures, oui, à l'extérieur, non. Donc, ça ne peut pas être exprimé par des mots. Les mots sont aussi des grandes limitations. Parce que nous sommes limités avec les mots. On est en train d'essayer d'expliquer quelque chose qui est sous forme d'énergie, et l'énergie est infinie. Mais les mots sont limités, donc c'est pas possible. Ouais. On les utilise du mieux qu'on peut, j'imagine, mais ouais, parce que même quand on utilise un mot comme infini, instantanément, le mental va penser à un truc qui doit être « Ok, ça doit être grand comme ça alors !» Et donc, même avec le mot infini, instantanément, il y a l'imagination qui arrive. Donc cette... Ouais, bon, je vais être obligé d'utiliser des mots, mais cette énergie infinie, peu importe, peut-être que c'est même au-delà de ça, parce que l'énergie est encore un mot. Peut-être qu'on parle de là même d'où provient cette énergie. Est-ce que tu dirais que... Ok, revenons vite fait à ce « je ». Tu sais, quand on dit « je »,« ceci »,« je », cela. Il y a toujours... Tout est toujours en train de changer, sauf la conscience du changement, tu sais, qui est toujours plus ou moins là, tout le temps.
tout le temps. Même dans le sommeil profond, parce que on pourrait être amené à penser que dans le sommeil, il n'y a pas de conscience. Donc c'est l'absence de conscience, mais peut-être que c'est l'inverse, peut-être que c'est la conscience de l'absence. Tu vois, on ne se souvient pas du rêve, par exemple, on a la conscience de ça. Donc, et pour moi, ça c'est le jeu. Le vrai jeu, quand on arrête de s'identifier avec le mental, le corps, il y a cette conscience. Et cette conscience n'a pas vraiment de forme ou de taille ou peu importe, c'est infiniment petit et en même temps c'est tout. Et est-ce que je suis correct là-dessus? Est-ce que c'est vraiment le jeu? Et est-ce que ce jeu, c'est exactement le même pour toutes les choses de l'univers? Oui. Ok. Eh bien, j'imagine, merci, c'est une question fermée en même temps. Ok. Et... Donc, en fait, c'est ce conditionnement, ce programme qui fait qu'on s'identifie avec le mental, avec nos pensées. Ok. Et c'est pour ça que quand on dit qu'on est un avec tout, c'est pour ça, en fait, parce qu'on est un avec tout. C'est même pas un avec tout, parce que ça voudrait dire qu'il y ait deux. Ok. Ça éclaircit beaucoup de choses. Et franchement, tu vois, c'est pour ça que j'attendais cette conversation avec impatience avec toi, parce que j'ai traversé tout ça seul, en gros. Et avoir quelqu'un comme toi en face de moi, avec qui je peux parler de ça sans qu'on pense que je sois fou, que tu vois, c'est un gros soulagement pour moi. Donc je voulais te remercier encore pour ton temps et j'imagine que j'ai plus vraiment de questions à te poser, à part te remercier encore d'être venu et de partager cette lumière. Et je sais que je suis pas le seul qui traverse tout ça et qui pense tout ça. Et je sais que peut-être on touche pas les masses, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourront enfin peut-être comprendre quelque chose et se sentir compris aussi, qu'ils ne se sentent pas seuls dans tout ça. Donc, merci beaucoup. Eh bien, merci de m'avoir reçu sur ton show. C'était un vrai plaisir. Et je vois que un jour, bientôt, on devrait partir aux Himalayas ensemble. Oh, ça serait incroyable. Eh bien, écoutez tout le monde, merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi aller regarder Masters Sri Akarshana sur YouTube, sur même TikTok, Instagram, partout. Il a beaucoup d'événements, pas mal de choses sur la loi d'attraction, plein de choses. Donc, je vais mettre des liens dans la description. Regardez tout ça. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve au prochain épisode du Parfait Show. Namasté.